C'est tout bon normalement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview d'un métier en cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un consultant en cybersécurité qui touche à divers domaines. Donc, je vais commencer par le laisser se présenter pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu mieux ce qu'il fait. Et puis, au fur et à mesure des questions, on apprendra à connaître un petit peu tous les univers dans lesquels il peut intervenir. Romain, je vous laisse vous présenter déjà pour commencer. Bonjour, donc Romain Marcoux, 37 ans. Je suis consultant donc indépendant en cybersécurité. J'ai 14 ans d'expérience professionnelle dans l'IT, dont les 10 dernières dans la cybersécurité. J'ai eu la chance d'intégrer une société qui, au départ, on était peu nombreux, donc du coup, j'ai fait beaucoup de choses en cybersécurité. J'ai eu la chance de, de toucher à pas mal de pans de la cybersécurité. Et ainsi, donc j'ai pu aborder donc les domaines de l'intégration de solutions, donc les solutions telles que les pare-feux, les antivirus, les bastions d'administration, les WAF, les pare-feux applicatifs, etc. J'ai touché également à la partie de l'audit, donc non pas des tests d'intrusion, des pentests, mais plus de l'audit en mode boîte blanche ou audit de configuration ou architecture globale du système d'information. Et j'ai aussi touché toute la partie conseil en choix de solutions, études comparatives de marché, accompagnement aux rémédiations suite à un pentest, et enfin aussi à une partie gouvernance, avec notamment des missions de RSSI à temps partagé. Donc, vraiment un panel d'activités qui est vraiment très large. Et donc, vous avez fait 14 ans d'informatique ou c'est 14 ans de cybersécurité vraiment pure et dure? Non, alors 14 ans dans l'IT, donc les 4 premières en tant qu'ingénieur système réseau. Et après 4 ans dans cette société, j'avais voulu me spécialiser en cybersécurité. Et j'ai eu la chance de trouver donc, mon ancien employeur qui, euh, qui m'a laissé ma chance, qui m'a formé euh, voilà, qui m'a permis de monter en compétences en matière de cybersécurité. D'accord, et du coup, vous avez eu un parcours universitaire pardon, qui s'est résumé à une école d'ingénieur. Qu'est-ce que vous avez fait comme études avant d'arriver déjà dans le domaine de l'informatique et après d'évoluer dans le domaine de la cybersécurité? Alors, j'ai passé un bac S à l'époque, hein, ça s'appelait Ouais. S. J'ai ensuite fait un DUT, alors à l'époque c'était GTR, maintenant c'est RT, Réseau Télécom. Et suite à cette IUT, j'ai candidaté sur dossier à des écoles d'ingénieurs et j'ai pu intégrer ce qui s'appelle aujourd'hui Télécom Saint-Étienne, donc qui fait partie du réseau Télécom. Ingénieur, donc j'en suis sorti ingénieur entre guillemets Télécom Réseau. D'accord, et donc effectivement avec une grosse appétence technique informatique, mais pas du tout avec une casquette, on va dire, cybersécurité que vous avez plutôt appris sur le tas, si c'est ce que j'ai bien compris? Tout à fait. J'ai pas du tout touché à la cybersécurité pendant mes études. Lors de mon première expérience en tant qu'ingénieur système et réseau, j'administrais essentiellement un pare-feu NetAsk, ce qui est un peu le pare-feu étant un peu la pierre angulaire hein, d'un d'un réseau informatique au niveau de cybersécurité. Non, j'ai vraiment appris par l'expérience avec mon nouvel employé, avec mon ancien employeur. Tout à fait. Oui. D'accord, et donc vous avez fait effectivement plusieurs métiers, donc il y a eu la partie intégration, d'équipements de sécurité, il y a eu plutôt la partie audit et enfin la partie, on va dire, conseil. Est-ce qu'il y a un des métiers qui vous a le plus plu, sur lequel vous seriez plutôt à même de nous apporter plus d'informations, sur la suite de cet échange? Un des 3 que vous avez préféré, par exemple, Oui, tout à fait. réaliser? Alors, c'est vrai que j'aime bien les 3 métiers, donc c'est vrai que je pourrais en parler des 3, mais c'est vrai que la partie audit est assez intéressante parce que tous les audits que j'ai toujours menés chez tous mes clients, ça a toujours été entre guillemets, intéressant, aussi bien pour moi que pour le client. Déjà pour moi, en fait, à chaque fois on découvre un nouveau système d'information qu'on connaît plus ou moins parce qu'on retrouve souvent les mêmes briques hein, chez tous les clients, mais avec des pare-feux administrés jamais de la même manière, avec des vulnérabilités qui sont souvent les mêmes, mais pas forcément avec la même combinaison. Et puis avec des clients qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et après, lors des restitutions, voilà, on échange avec le client sur ses points forts, ses points faibles. On essaie de le faire avancer et c'est très valorisant. Et en général, on a beaucoup
de remercier mon échange. Ouais, sur cette partie, vraiment faire progresser le client sur la partie audit, c'est une partie que j'aime bien beaucoup. Oui. Et c'était plutôt des audits sous la forme d'audit d'architecture. On va vraiment prendre la conception du système de manière plus globale. On était plutôt dans de l'audit de configuration. On va prendre un équipement en particulier et on va vérifier l'état des règles au fur et à mesure. Ou Alors c'était un état des lieux, je ne sais pas comment ça se déroulait. j'ai fait énormément des deux. Donc ça peut être des audits, effectivement, ça va être un audit de configuration ciblée sur l'Active Directory, sur le pare-feu, sur la console antivirus, etc. Mais effectivement, on retrouve souvent soit plusieurs briques ensemble, connectées, soit un article global du SI. Souvent, on va se retrouver ça sur des PME, qui n'ont jamais fait d'audit de sécurité, de pentest, de test d'intrusion. Et du coup, pour dégrossir, ils savent qu'ils ne sont pas forcément bons. Et du coup, pour dégrossir toutes les vulnérabilités qu'ils ont, au lieu de faire tout de suite un pentest, on va faire un audit global du SI et on va ressortir, entre guillemets, toutes les best practices qui n'ont pas été suivies pour, entre guillemets, faire plus tard un test d'intrusion qui serait du coup plus pertinent. D'accord, effectivement, et du fait que vous aviez déjà intégré des pare-feux et autres boîtiers, vous avez déjà un peu l'habitude de l'implémentation et de l'utilisation, du coup, de savoir quelles règles potentiellement pouvaient poser un certain problème. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'audits qui vous ont marqué parce que vous les avez particulièrement appréciés ou parce que vous avez senti que vous aviez réellement apporté un niveau de sécurité beaucoup plus important à la société chez laquelle vous interveniez? Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la premier aspect, c'est vrai que j'ai un profil assez atypique à la fois d'intégrateur de solutions et aussi d'auditeur. Et, donc, ce qui me rajoute un peu, c'est vrai, une certaine plus-value. Plus-value, c'est vrai que là où, ce qui me permet également de faire de l'accompagnement à la rémédiation des vulnérabilités, de suivre des préconisations. Parce que c'est vrai que les auditeurs, ils vont trouver beaucoup de vulnérabilités, ils vont donner des préconisations assez standards, mais après, dès que le client va demander un peu plus des questions poussées sur les préconisations, ils vont vite botter en touche. Et c'est vrai que de par mon passé d'intégrateur, je les accompagne beaucoup dessus. Après, pour répondre à la deuxième question, euh, oui, j'ai eu la chance, du coup, durant ces visites, d'avoir des choses très atypiques. Typiquement, je vais retrouver des grands comptes qui ne suivent pas forcément les best practices de la cybersécurité et qui se retrouvent avec des vulnérabilités assez bateaux. Donc, bon, bah là, ça se passe plus ou moins bien, mais bon, au moins, ils se rendent compte de leurs erreurs et ils les corrigent vite. Mais à côté de ça, dans certains cadres récents d'ailleurs, j'ai pu auditer des petites communes de l'ordre de 3 000, 20 000 habitants, qui étaient administrées par un administrateur passionné, souvent qui viennent de l'armée ou de la DGSI, et qui ont un très très bon passif. Et on se retrouve avec des petites communes de, voilà, je vous dis, 3 000, 10 000, 20 000 habitants, mais qui ont un système d'information très très sécurisé et digne d'une grande société. D'accord, donc effectivement, oui, il n'y a pas de structure type où on se dit effectivement, ce secteur-là est beaucoup plus Mm. sécurisé que l'autre. Ça va plutôt dépendre de la personne qui gère le réseau, de l'état d'esprit, peut-être du niveau de maturité aussi en termes de cybersécurité, des personnes qui Ouais, vont intervenir dessus. et tout à fait. De toutes les structures, qu'elles soient privées, publiques, de toute taille et de toute autre organisation, on va retrouver des sociétés qui sont très bien protégées et qui veulent aller encore plus loin, et des sociétés qui sont quasiment au niveau zéro de la cybersécurité et qui ont peur et qui ont envie de progresser. Et, euh, et du coup, j'ai oublié la question. Non, 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 mais il y a pas de problème. Mais c'était, pour voir s'il y a différents niveaux de sécurité en fonction des différentes Oui, structures. Est-ce qu'il y a oui, des c'est bon, secteurs qui sont plus représentatifs que d'autres en termes de cybersécurité? Ou au contraire, bah, chaque structure fait plus ou moins ce qu'il veut en fonction de tout de à la fait. maturité cyber, qu'elle a? Ça va dépendre, et donc j'ai retrouvé ma réponse. J'ai retrouvé, ça va dépendre effectivement de toutes des moyens qui sont mis en œuvre par les directions. Parce que l'informatique, historiquement, c'était juste un coût. Maintenant, c'est plus vu comme un investissement parce que ça permet de progresser, d'optimiser les process. Et la cybersécurité, c'est un peu pareil. C'était vu comme un coût précédemment. Et maintenant, c'est vu vraiment pour un investissement pour éviter de se faire cyberattaquer. Et ça dépend donc des moyens développés par la direction, effectivement, et aussi effectivement par les personnes, par les équipes, entre guillemets, si elles sont expérimentées, si on a pris le soin de les former, etc. Tout à fait. Et sur les aspects remédiation dont vous parlez, est-ce que vous vous arrêtez à la partie, préconisation des remédiations? Ou est-ce que vraiment, vous implémentez techniquement ces remédiations ou vous accompagnez les personnes à, cette implémentation? Vraiment en termes de détails, on est sur quelle finesse vous sur vos interventions?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, ils n'aiment pas qu'un même prestataire soit juge et arbitre, donc auditeur et intégrateur, même si j'ai déjà vu des sociétés qui faisaient entièrement confiance là-dessus. Après, c'est vrai que effectivement, moi, j'ai déjà été face à des clients qui avaient peur de mettre en place certaines préconisations. Ils avaient peur d'avoir ça impacte leur production, notamment sur tout ce qui est modification au niveau de l'Active Directory, au niveau du pare-feu. Ils avaient peur de ce que ça allait, des impacts que ça pouvait avoir sur l'aspect business. Et moi, je les rassure et jusqu'à parfois les accompagner, voire le faire avec eux sur l'application des rémédiations, tout à fait. D'accord, oui, donc effectivement. Et est-ce qu'il y a une journée, on va dire, type dans ce métier avec un certain déroulé ou au contraire, chaque intervention est nouvelle et laisse un choix de possibilités, on va dire, totalement ouvert? Ou est-ce qu'il y a quand même un certain roulement, qui se met en place avec le temps? Oui, non, oui, il y a la journée type hein, sur un audit. Ça va être, bon, un audit, il va durer une journée à plusieurs jours, hein, souvent d'ailleurs plusieurs jours, le plus souvent. Et bah, on va commencer donc à prendre contact avec le client. Il va nous présenter son système d'information, comment il est architecturé, quelles briques il a en place, s'il y a s'il y a un historique, s'il y a des notions de contexte qui sont très importantes, effectivement, par rapport à l'aspect métier, etc. Une fois qu'on a toutes ces informations et qu'on a accès à toutes les briques de sécurité, on va pouvoir les auditer, donc ceci sur plusieurs jours. Et puis à la fin de la prestation, on va présenter les résultats avec une présentation du rapport ou une présentation PowerPoint pour, euh, pour présenter donc, les résultats de cet audit. Donc il y a un aspect plutôt déclaratif, après un aspect purement technique où là, vraiment, on rentre dans la configuration. Et est-ce que vous utilisez justement des outils pour faciliter cette collecte de données, pour agréger ces données, pour les traiter? Parce que, quand on se retrouve avec, je ne sais pas, 10 configurations entre les switches, les pare-feux, l'Active Directory et autres, ça prend un certain temps quand même d'analyse et surtout de compréhension, de voir les différents liens qu'il peut y avoir entre tous les éléments. Alors oui, tout à fait. Il y a plein d'audits, il y a plein d'outils qui existent, notamment sur l'Active Directory. On va retrouver les outils de l'ANSI et aussi le très connu Pincastle. Sur sur l'audit de pare-feu, on va retrouver pas mal d'outils comme Tuffin ou comme Tiana ou Tatiana, etc., qui permet de faire des analyses de grosses matrices de pare-feu. Après, quand c'est des petits pare-feux de l'ordre, on va dire, de la centaine de règles de filtrage ou une console antivirus, etc., là, entre guillemets, c'est un peu plus succinct. On va juste vérifier que les bonnes pratiques en matière de cybersécurité sont suivies. D'accord, OK. Et après sur la partie, restitution, comment ça se déroule? Effectivement, est-ce que vous fournissez, je ne sais pas, un rapport, type avec les différentes briques qui ont été implémentées? Et effectivement, ensuite, il y a un support de présentation? Ou est-ce que c'est sous forme de fichier Excel avec une grille de bonnes pratiques et un certain pourcentage de validation de ces bonnes pratiques? Comment ça se matérialise, pour le client en tout cas, ce résultat d'audit? Donc, tout à fait, oui. Donc, que ce soit au niveau de la présentation PowerPoint de restitution ou du rapport au format Word, on va retrouver on va retrouver à peu près le même plan, c'est-à-dire donc une introduction avec la synthèse qui résume l'audit, qui annonce la couleur, et après, entre guillemets, la liste des vulnérabilités, des vulnérabilités donc, qui ont été détectées, qu'on va essayer de classer par type d'équipement ou autre classement plus pertinent. Et à la fin, donc, toutes les préconisations qui vont permettre de remédier à tout ou partie, enfin, aux vulnérabilités qui ont été détectées sur l'audit. Et au niveau des référentiels que vous pouvez utiliser, est-ce qu'il y a des référentiels sur lesquels vous allez vous mettre en priorité dessus? Vous allez prioriser en tout cas les éléments qui viennent de ces référentiels-là par rapport à d'autres ou vous prenez tous les référentiels que vous pouvez trouver par exemple sur le marché? Alors effectivement, ça c'est une très bonne question. Il y a énormément de référenciers sur le marché. Heu bon, après qu'on les connaît un peu tous, comme c'est mon cas, ils disent tous à peu près la même chose, on va dire à 80. Il y a un pot commun, on va dire, hein. Et après, bon, il y a des subtilités en fonction des normes, des référentiels. En fonction des clients, je m'adapte, hein. Il y a des clients qui sont dans des secteurs d'activité très précis. Typiquement, tout ce qui va être e-commerçant, qui a un certain nombre de transactions bancaires annuelles, il va être soumis au référentiel PCI DSS Ouais. qui va leur être demandé par leur banque. Il y a tout un tas de sociétés, ils sont plus dans un processus
certification ISO, donc on va plutôt suivre le référentiel ISO 27001, ISO 27000. Après, certains clients, ils ont des référentiels imposés par leurs clients. Je pense notamment à des startups qui ont des clients grands comptes, notamment par exemple dans le pharmaceutique. Euh, Par exemple, dans ce client-là, il a dû suivre 4 référentiels différents. On peut noter en référentiel américain, États-Unis, on va dire, qui est assez connu, c'est reconnu, c'est le Cyber Security Framework du NIST, du Ouais. NIST. Après, moi, j'aime bien les référentiels de l'ANSSI. Pour les PME, j'aime bien suivre le guide d'hygiène de l'ANSSI, les 42 mesures d'hygiène, du guide d'hygiène de l'ANSSI. Alors, ça date déjà de 2017, mais c'est toujours d'actualité et c'est très pertinent pour une PME. Et puis, plus récemment, il y a le président Emmanuel Macron qui a fait le plan France Relance, qui a financé le plan France Relance qui pour aider les collectivités territoriales à se sécuriser. Et du coup, l'ANSSI, avec l'aide de Webstone, a fait un questionnaire cible pour ces collectivités territoriales, qui a un peu un mix du Cyber Security Framework, de ISO 27000 et du référentiel EBIOS aussi de l'ANSSI, et que je trouve assez bien fait, et on peut s'adapter au niveau de maturité du client. Donc c'est très intéressant. D'accord, parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas appliquer l'ensemble du référentiel à un client, peut-être en fonction des besoins. Il y a certains critères qu'on va prendre en compte ou pas. Exactement. Exactement. C'est ça qui est bien avec France Relance, c'est que voilà, on s'adapte à la maturité du client, ce qu'on ne va pas faire avec les autres questionnaires en général, où entre guillemets, le questionnaire est le même pour tout le monde, de la petite PME au grand compte. Effectivement, une petite PME qui est au niveau zéro de la cybersécurité, on ne va pas lui implémenter un SIEM tout de suite, c'est pas du tout pertinent. D'accord, oui, effectivement, il y a quand même une certaine analyse et c'est là où effectivement l'aspect humain est très important, beaucoup plus que la technique, parce qu'on peut appliquer un référentiel extrêmement compliqué à une TPE ou une PME qui sera complètement déconnectée de la réalité du terrain. Et Oui, justement, est-ce que... Ouais, c'est ça aussi que les clients apprécient, les clients finaux, parce que je travaille beaucoup en sous-traitance, apprécient chez moi, c'est que je sais m'adapter à leur contexte, à leur réalité, à leur contrat de métier. Parce que des auditeurs qui ont toujours fait de l'audit et qui n'ont jamais mis, entre guillemets, les mains dans le cambouis, voilà, ils vont être très rigoristes, alors que moi, je sais que bon, bah, voilà, cette préconisation, voilà, je l'ai adaptée pour vous parce que si on la prend dans la règle des bonnes pratiques, elle n'est pas adaptée pour vous, elle est trop rigoriste. d'accord, oui, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier? Est-ce qu'il y a un ou deux items qui vous dit, bah, j'aime faire ce métier parce que ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai la chance de. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai la chance de faire de faire partie des personnes qui sont contentes d'aller au travail le matin. Euh, Première chose, c'est qu'il y a un renouvellement constant. Il y a des nouvelles vulnérabilités qui sortent constamment et des nouvelles solutions. Alors, elles ne sont pas forcément toutes pertinentes, mais il y a des nouvelles solutions de cybersécurité qui sortent très régulièrement. Et c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait. Donc voilà, on s'ennuie jamais. Et puis après, il y a aussi l'aspect de pouvoir aider les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, de pouvoir les aider à améliorer leur système d'information au niveau de la cybersécurité, de leur apprendre des choses, et aussi des fois qu'ils m'apprennent des choses, hein. Là, par exemple, récemment, je faisais des restitutions et j'ai beau essayer de me tenir à la page, j'ai des clients très pointus qui m'apprennent des nouveaux noms d'éditeurs, des nouvelles solutions, et voilà, on est dans l'échange constant et c'est ça que j'apprécie. J'ai la chance d'avoir croisé des clients finaux très très intéressants, très curieux, qui m'ont appris des choses, à qui j'ai appris des choses. Voilà, c'est ça. C'est la Et soif de justement, savoir. cette veille technologique, elle représente quelle part de votre temps de travail aujourd'hui? Est-ce que c'est 20% du temps? Est-ce que c'est 30%? Comment vous arrivez à l'intégrer au fur et à mesure, sachant que, il y a des nouveautés, on va dire, en permanence dans le secteur cyber, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue normes et autres. Comment est-ce que vous organisez pour arriver à rester au goût du jour, on va dire, sur votre Alors, métier? alors, elle se fait un peu au fil de l'eau. Alors pour ça, j'utilise énormément LinkedIn. Et LinkedIn, le réseau professionnel, est très pertinent là-dessus. Donc j'ai dans mon réseau beaucoup d'acteurs, beaucoup de contacts, que ce soit chez des prestataires, chez des éditeurs, et ça permet de voir un peu bah, les nouveautés, etc. Il y a les newsletters des éditeurs, notamment, ouais, il y a des gros éditeurs de solutions de sécurité. Je pense notamment par exemple à Fortinet qui a une newsletter assez intéressante qui ressort. Bon, après, tous les autres éditeurs peuvent Ouais. en avoir, hein.
mais sur les dernières attaques, les dernières vulnérabilités les plus utilisées sur les 7 derniers jours qu'ils ont détectées. Ça, c'est très intéressant. Et puis après, il y a les salons. Je pense que le salon de référence en France, ça reste le FIC, le Forum international de la cybersécurité, qui a lieu tous les ans à Lille. Il est très intéressant parce que du coup, voilà, on retrouve, si, ils n'ont pas forcément de stand, mais on va retrouver tous les acteurs qu'on va pouvoir retrouver, tous les acteurs, que ce soit au niveau éditeur, partenaire, prestataire, etc. Voilà, là, j'y étais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai passé 3 jours et c'est toujours très, très fructueux comme échange. D'accord, effectivement. Et du coup, vous allez plutôt vous focaliser sur la newsletter de sociétés, on va dire, de sécurité, pas forcément d'indépendants qui vont travailler dans leur coin. Et du coup, est-ce que vous êtes abonné, je ne sais pas, par exemple, à des CERT, que ce soit le CERT-FR de manière totalement publique, ou peut-être des CERT d'autres pays qui seraient, par exemple, comme au Luxembourg, il y a un aspect financier qui est très important, ou aux Pays-Bas, ou en Angleterre, voilà, qui vont apporter peut-être une autre vision des choses que le secteur français n'a pas forcément. Tout à fait, oui. Alors là, je parlais des newsletters d'éditeurs, tout à fait. Il y a aussi celle des certes, auxquelles je suis abonné. Après, je les trouve peut-être parfois moins pertinentes. C'est vrai que je vais peut-être plus les survoler que d'autres newsletters où je vais peut-être passer plus de temps. Mais oui, effectivement, la newsletter des certes est très importante. Enfin, globalement, en fait, ça permet surtout de savoir quels équipements on a, on sait quel équipement on a, et on sait qu'il y a telle vulnérabilité qui vient de sortir, qui est plus ou moins critique. Donc ça veut dire que voilà, cet équipement-là que j'ai, il a une vulnérabilité critique, il faut que je la mette à jour le plus rapidement possible. Oui, après, vous, en tant qu'auditeur, vu comme vous tombez sur toutes les solutions, il faut être globalement, on va dire, au courant de ce qui se Exactement. fait sur le marché et des grandes tendances, on va dire. Si en ce moment, bah, avec tout ce qui est Covid, beaucoup d'accès ont été ouverts sur l'extérieur, il y a eu une grosse vague, en tout cas, sur tout ce qui était Mm. justement portail de connexion et de bureaux distants. Et donc, effectivement, il faut être un peu au courant, on va dire, des tendances qui se dégagent du marché. Est-ce qu'il y a des éléments dans votre métier, peut-être, qui vous plaisent moins que cet aspect où vraiment vous êtes valorisé par le client? Bah, les aspects qui me plaisent moins, il n'y en a pas vraiment. Les seuls moments où j'ai pas, les seuls mauvais souvenirs que j'ai, c'est les clients qui, entre guillemets, ont subi un audit. C'est-à-dire que l'audit, quand un client commande un audit, soit c'est les demandeurs, soit il est subi. Donc ça va être euh, un client à lui qui veut qu'il fasse un audit, ça va être la maison mère qui veut qu'il fasse un audit, ça va être le, une entité étatique qui va vouloir qu'il fasse un audit. Et quand l'audit est subi, bah, des fois, on tombe face à des clients qui peuvent être parfois de mauvaise foi et qui s'estiment trop sûrs d'eux et qui pensaient être très bien sécurisés. Malheureusement, on trouve beaucoup de vulnérabilités et du coup, bah, ils le prennent mal par rapport à ça. Mais bon, à part ça, sinon, j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs. Oui, parce qu'effectivement, entre auditeurs, en fonction de qui commande l'audit, ça peut être plus ou moins bien perçu. Tout à fait. Et effectivement, des fois, c'est compliqué d'arriver à faire le lien entre la direction et les équipes techniques quand il n'y a pas forcément une communication qui est très fluide. Et du coup, ben, nous, on arrive, on essaie d'être le plus factuel possible. En tout cas, c'est l'objectif des auditeurs. Et Et des l'objectif. fois, on a tendance à être pris à partie d'un côté ou de l'autre, ce qui est normal, parce que chacun essaie de défendre un peu sa vision des choses, mais ça peut devenir effectivement un peu compliqué. Et du coup, dans ce domaine-là, est-ce que vous avez des contraintes peut-être légales, réglementaires lors de vos interventions, ou ça reste un domaine qui est assez libre? Il n'y a pas forcément aujourd'hui de texte de loi qui va encadrer la pratique sur des informations récupérées, sur les modes d'audit, sur la réalisation, sur tous ces éléments-là qui peuvent être faits dans votre métier. Alors, il n'y a pas vraiment de cadre légal, hein. Et après, c'est très contractualisé, hein, quand on signe un bon de commande. En général, il y a le mandat qui va avec, le mandat d'audit qui permet entre guillemets, de donner la légitimité pour mener cet audit. Euh, Après, voilà, il faut savoir être intelligent. Voilà, quand on sait qu'on est face à un client qui est de mauvaise foi, il faut effectivement avoir les bonnes preuves. Et si jamais il se dévoie devant sa direction et que c'est la direction qui a commandé l'audit, bah, quitte à se le mettre à dos, faut dire non, écoutez, voilà, je suis intervenant extérieur, c'est des objectifs, la vulnérabilité, elle est là et elle est sérieuse. La preuve, voilà, j'ai réussi à accéder à des fiches de paye, à des documents qui portent une très forte valeur ajoutée pour la société, une très forte propriété intellectuelle.
J'y ai accédé depuis l'extérieur, c'est grave. Voilà. Et du coup, effectivement, vous identifiez, on va dire, les vulnérabilités à travers les différents critères d'audit, mais vous êtes des fois en capacité également à l'exploiter, cette vulnérabilité, pour prouver l'impact, on va dire, de la vulnérabilité. Parce que des fois, dans les audits, c'est toujours compliqué. En tant qu'auditeur extérieur, on a une vue qui n'est peut-être pas complète sur tous les éléments, donc on va avoir tendance à surestimer, on va dire, certaines vulnérabilités, parce que à force de les voir, voilà, c'est un peu notre habitude. Et en intérieur, au contraire, souvent, les gens ont plutôt tendance à les minimiser. Et quand il y a, on va dire, un peu conflit entre les 2, est-ce que ça vous arrive justement d'exploiter certaines vulnérabilités pour leur montrer, bah, que l'impact, il est bien réel, en fait, il n'est pas, juste, théorique sur le papier? Oui, alors ça, c'est un peu la frontière entre le pentester et l'auditeur plus de conf, white box comme moi. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vraiment exploiter des vulnérabilités. Je vais voir des vulnérabilités dans la configuration et je vais les faire ressortir de cette manière. Donc, du coup, entre guillemets, j'ai pas, je vais pas mettre en vraiment. Je peux mettre en exergue des kill chains, etc., montrant bah, une cyberattaque, elle peut passer par cette vulnérabilité de conf, celle-là, celle-là, celle-là. Mais c'est pas moi qui l'ai exploité. Et c'est vrai que pour moi, c'est vrai que c'est un peu plus facile mon métier d'auditeur par rapport au pentester, qui lui s'est mis dans la peau d'un attaquant. Il est rentré souvent bah, par l'extérieur. Il a réussi à prendre la main sur ces informations. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus. C'est vrai que dans ce type de restitution, on peut beaucoup plus facilement se mettre son interlocuteur à dos, surtout quand il est face à cette direction. Exactement, d'accord, OK. Et du coup, vous, effectivement, vous m'avez dit que vous interveniez dans différents secteurs, de société. Vous faites-vous un métier qui est très nomade ou au contraire, vous êtes plutôt sédentaire et vous récupérez les configurations à distance, vous les travaillez? Ou au contraire, vous allez dans toutes les structures, une par une et vous échangez avec les personnes en physique et vous prenez la main, on va dire, directement dans la salle serveur? Alors, c'est une très bonne question. On va dire qu'il y a eu un avant et un après pandémie. Avant pandémie, on poussait le plus possible le télétravail hein, pour éviter de perdre du temps dans les transports. Alors qu'on est dans le train, ça va, parce qu'on peut travailler, mais en voiture, on a raison, on ne peut pas travailler. Mais c'est vrai qu'on poussait le plus possible le télétravail en étant pédagogue avec les clients. Après, qu'on est proche, c'est toujours sympa de se déplacer, il n'y a pas beaucoup de temps de transport. Mais c'est vrai que depuis la pandémie, je fais essentiellement du télétravail. Donc moi, j'ai commencé mon activité en tant qu'indépendant en février 2021, en pleine pandémie, et je me suis très très peu déplacé. Je me suis D'accord. déplacé vraiment à la marge, ça se compte, j'ai dû me déplacer une vingtaine de fois, hein. Et c'est vrai que bah, typiquement, sur de l'audit, on peut très bien ne pas se déplacer. On peut se déplacer au niveau politique au client, pour le client le premier jour ou le dernier jour, par exemple, soit pour la prise en main, soit pour la restitution. Après, pour l'intégration de solutions, typiquement, on peut tout faire à distance. Quand il faut, par exemple, migrer une VM, ça se fait très bien à distance. Migrer un pare-feu physique, là, c'est un peu plus compliqué. On peut très bien guider le client à distance. On prépare le boîtier, on lui envoie, et puis après, il fait la migration lui-même. Nous, on la main à distance. On ne peut pas se couper la main, il n'y a pas de risque, hein. Typiquement, je l'ai fait une seule fois récemment parce que c'était une grosse entité publique, c'était un département, c'était un gros boîtier, mais au final, Tout est faisable à distance. Après, c'est plus j'ai une pas question touché au câble, politique. c'est tout le client qui a fait. Donc en fait, je l'aurais D'accord. eu par téléphone, on aurait été en Teams comme on est actuellement, on aurait été en visio comme on est actuellement, en continu. C'est comme si j'avais été à côté de lui, ça aurait été pareil. D'accord, donc effectivement, c'est plutôt une question politique que réellement un blocage technique de pouvoir Ouais, réaliser à tout à distance. fait. Il y a une question de mentalité et de politique. Et du coup, je peux rebondir là-dessus pour dire que bah, précédemment, j'étais dans une grosse métropole qui est la ville de Lyon. Et ben, du coup, en voyant que je faisais essentiellement du télétravail, maintenant, je me suis délocalisé à la campagne, au bord de la mer. Voilà. Pas de, pas loin de là où était pris la photo de mon fond de mon fond. D'accord, donc effectivement, oui, ça fait une vue qui est plus agréable, que de voir des buildings en face de soi. Je suis bien d'accord. Exactement. Et du coup, dans cette part dans ce métier qui est quand même assez large, est-ce qu'il y a une part d'innovation, qui rentre en compte? Est-ce que, il faut apporter des solutions, on va dire inédites, qui n'existent pas encore sur le marché? Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de prendre un petit peu tout ce qui existe, de faire un mix pour arriver à trouver le meilleur, système pour la personne en face?
Alors ça, c'est très intéressant comme question et c'est une problématique dont j'ai dû faire affaire à plusieurs reprises, qui était très intéressante. Typiquement, un client qui avait un besoin très précis au niveau interconnectivité de ses agences. Il n'y avait aucune solution du marché qui cochait toutes les cases, c'est d'ailleurs toujours le cas, soit pour des notions de coût, soit pour des notions de fonctionnalité. Et bah, pour ce client, on lui a fait une étude, on lui a défini un cas des charges. Il y a eu plusieurs sociétés qui ont répondu et c'est nous qui avions gagné. On lui a fait un système pour interconnecter toutes ces agences, entre guillemets, à la fois avec des fonctionnalités avancées qu'il désirait, mais avec des coûts très très limités, beaucoup plus limités que les solutions du marché. Après, ça peut être aussi de trouver la bonne combinaison de produits sur étagère, de produits du marché pour répondre aux besoins du client. Mais après, voilà, j'ai un autre exemple, par exemple, avec un ministère qui avait un besoin très précis pour de la traçabilité de données. Et on l'a fait avec un mélange de produits sur étagère et de développement de solutions. Alors, le développement ne va pas très loin, mais entre guillemets, il faut des connaissances très avancées quand même en système, en développement pour venir à bien, mener à bien le besoin du client. Et justement, en termes de prérequis, parce que, vous me disiez qu'il faut un certain niveau de connaissance, quels sont les prérequis aujourd'hui pour pouvoir faire ce métier qui est quand même très transverse, qui part de l'intégration jusqu'à l'audit, jusqu'à l'accompagnement des remédiations? Est-ce qu'il y a des compétences vraiment phares qu'il faut avoir pour arriver à réaliser ce métier? Alors, connaître un langage de scripting. Alors, en général, quand on a besoin de faire un script PowerShell, on peut faire beaucoup de choses en PowerShell sous Windows, mais euh, quand on va avoir besoin de faire des choses avancées, ça va plutôt être sur des bases Linux. Donc, être bon en Bash et en Python, c'est très, très efficace. Être bon en Bash et en Python, on va pouvoir faire des choses très avancées. Après, bah, c'est connaître tout le monde Linux. Je pense que c'est quelque chose d'important. On va souvent retrouver des solutions qui vont être basées sur des serveurs Linux, etc. Donc, c'est bien de bien savoir administrer, se servir d'un serveur Linux. Après, bah, c'est important aussi de connaître le monde Windows, hein, parce que c'est ce monde des postes de travail et aussi une bonne partie du monde des serveurs. Et après, bah, on peut s'auto-former facilement sur tout ça. Maintenant, quand j'ai grandi, enfin, quand j'étudiais, on était au balbutiement de l'auto-formation sur Internet. Maintenant, c'est souvent des gens qui me contactent sur LinkedIn pour savoir comment se former. On peut s'auto-former très très facilement aujourd'hui, que ce soit avec les docs, avec les documentations des éditeurs qui sont quasiment toutes disponibles librement en ligne sans accès particulier, avec plein de sites avec des systèmes de challenge, euh, avec plein de MOOC sur la sécurité. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 15 ans quand je faisais mes études. Et c'est vrai que aujourd'hui, quelqu'un qui veut se reconvertir professionnellement ou un étudiant qui veut aller plus loin que ce qui lui est proposé dans son école, c'est très facile. Maintenant, on lui donne les bases, on lui donne le fil, et puis après, il a qu'à tirer la pelote de laine sur Internet. Et maintenant, avec Internet, on peut vraiment s'auto-former d'une manière géniale. Et justement, est-ce que c'est un métier qui est accessible en sortie d'études avec, un peu de formation autodidacte à côté? Ou au contraire, il vaut mieux avoir un certain nombre d'expériences dans, un domaine en particulier, par exemple que ce soit, l'administration réseau, l'administration système, avant de pouvoir passer, dans la cybersécurité, à ce niveau-là? Alors là, il y a tout moyen de devenir consultant ou expert en cybersécurité. Effectivement, alors maintenant, ce qui n'existait pas il y a 15 ans et qui existe énormément maintenant, c'est les écoles de formation spécialisées en cybersécurité ou qui ont une spécialisation en cybersécurité ou un master cybersécurité. On va apprendre toutes les bases qu'il faut pour aller plus loin. Euh, Après, quand je regarde les consultants, les clients que j'ai, ils ont des parcours très hétéroclites. Il y en a qui vont sortir de grandes écoles, de petites écoles. Il y en a qui ont juste un niveau bac plus 2 et qui sont devenus des experts hein, reconnus. Il y en a qui se sont formés sur le tas par expérience comme moi. Il y en a qui ont appris eux par eux-mêmes, qui se sont auto-formés. Il y a vraiment de tout et je pense pas qu'il y a de bonnes ou mauvaises méthodes, vraiment. Et puis, D'accord. ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Malheureusement, il y a trop d'offres par rapport à la demande. Et le secteur de la cybersécurité, comme plein d'autres secteurs autres, même que l'IT, peine à recruter. Et ce qui fait que
les entreprises qui embauchent sont beaucoup moins regardantes avant. Avant, il y avait beaucoup de grands comptes, ils ne recrutaient pas si on n'avait pas bac+5. Ben, maintenant, en fait, voilà, c'est accessoire. C'est accessoire. Ça peut encore marcher pour la grille de salaire, etc. Mais en fait, ils sont tellement en demande, ils ont tellement d'offres à proposer que quand ils arrivent à trouver quelqu'un d'expérimenté, même s'il a que le niveau bac ou bac+2, qui est autodidacte ou formé par expérience, ils vont le prendre. Et justement, est-ce qu'il y a vraiment une compétence phare? On fait la distinction entre un intégrateur, auditeur débutant, un consultant débutant et un consultant expérimenté. Si vraiment il y a une caractéristique pour faire la distinction entre les deux, on se dit, bah, effectivement, là, on voit que c'est un débutant et là, on voit que c'est un confirmé ou un senior dans ce domaine-là. Eh bien, alors ça, c'est. Bah, en général, lors de l'entretien d'embauche, on va lui poser des questions techniques très précises sur un domaine par rapport au poste qu'il envisage. Et on va pouvoir lui essayer de le piéger. Et après, bon, quand c'est une question avancée, c'est c'est toujours un peu taquin, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on va reconnaître la personne expérimentée de la personne entre guillemets. C'est très facile en cybersécurité de reconnaître quelqu'un qui ment sur son CV, effectivement. Il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de, de questions pièges à donner que c'est assez facile. J'ai pas de questions comme ça. Oui, oui, mais effectivement, sur les recrutements, c'est vrai qu'on le voit, et des personnes qui arrivent et qui disent avoir 10 ans d'expérience et qu'effectivement, à partir de 3 questions, où on voit qu'on a des choses qui sont un petit peu complexes et qui répondent complètement à côté de la plaque, effectivement, on arrive à faire le tri très, très rapidement entre les différents éléments. Et c'est vrai qu'il y a un certain triage qui est fait. Autant dans d'autres métiers où c'est vraiment les RH qui portent la partie recrutement, autant je pense que dans ces domaines-là, ça reste encore les équipes techniques qui portent le recrutement. En tout cas, sur les différents échanges qu'ils peuvent avoir avec les nouvelles personnes qui doivent arriver. Et justement, si on parle un petit peu de salaire, on a commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une échelle, une grille de salaire entre les débutants, les confirmés et les seniors, si on peut dire ça comme ça? Alors, franchement, je pense qu'il n'y a plus de grille. Il n'y a plus de grille. Je pense que là, les recruteurs, enfin, les sociétés qui recrutent, elles sont tellement en manque qu'en gros, quand elles trouvent un profil, ils essayent ben, de l'acquérir, en fait. Donc, ils disent, ils s'entendent sur la rémunération et c'est bon. Les salaires ont énormément augmenté. Alors, je parle pas. Alors, forcément, ça a mécaniquement monté pour les juniors, hein. Les juniors, ils commencent à un salaire bien plus élevé que celui auquel j'ai commencé. Après, c'est vrai qu'on peut aussi rapidement grimper en salaire si. Voilà, le conseil que je donne, c'est que ben, je m'étais fait débaucher une fois, je voulais rester dans mon entreprise, j'étais transparent avec mon employeur, j'ai dit, écoute, moi j'ai envie de rester, j'aime bien l'entreprise, par contre, voilà, on me propose un salaire mirobolant dans une autre entreprise. Et ben voilà, il s'est pas aligné, mais il s'est presque aligné pour pouvoir me garder parce qu'il avait envie qu'on continue ensemble. Et ça, je pense que c'est une technique, on va dire, euh, que assez peu de personnes utilisent, ou alors pas forcément de la manière la plus diplomatique. Et en fait, cette technique-là de transparence, tout en alliant ça à la diplomatie, entre guillemets, ça permet d'éviter de toujours changer de crèmerie. Et je dirais aux juniors que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Moi, tous les juniors que j'ai vu arriver dans mes sociétés qui ont changé, dans les sociétés où j'étais salarié, qui ont changé parce qu'ils pensaient que ailleurs ça allait être mieux, et ben en fait, ils se sont ravisés. L'herbe est souvent plus verte, parfois plus verte ailleurs, mais c'est rarement le cas. Une société, ça reste une société qui doit faire du chiffre d'affaires. Donc voilà. C'est aussi pourquoi moi, je me suis mis en indépendant. Maintenant, je suis indépendant, je fais essentiellement de la sous-traitance pour des partenaires, pour d'autres entreprises, hein, comme celle où j'étais employé précédemment. J'ai quelques clients finaux, mais voilà, ça se compte sur les doigts de la main. Et voilà, et c'est aussi il y a beaucoup de gens qui veulent devenir maintenant indépendants parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et voilà. Alors après, à devenir indépendant, attention, moi j'avais la chance d'avoir eu un gros réseau, euh, notamment au niveau partenaire, et entre guillemets, j'ai eu la chance de trouver facilement des partenaires au début. Et maintenant, mon calendrier se remplit naturellement depuis 1 an et demi. Mais c'est vrai que c'est pas n'importe qui peut devenir indépendant. Il faut Et, savoir gérer aussi l'aspect commercial, parce qu'il y a beaucoup d'experts en cybersécurité qui sont purement techniques et qui ont du mal ou qui ne savent pas se vendre. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un peu
microfibre commerciale pour les indépendants. Et justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Il y a certains avantages à être en tant que salarié, d'autres en tant qu'indépendant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la comment dire? Quels sont les éléments à prendre en compte quand on souhaite devenir indépendant alors qu'on est salarié à l'heure actuelle? Ou quand on se dit: «Bah, on vient de finir l'école et on a envie d'être indépendant», parce que c'est des profils qui commencent à arriver. Est-ce qu'il y a des éléments à bien prendre en compte en termes de conscience avant de se lancer en indépendant comme ça, de but en blanc? Ouais, alors tout à fait, c'est une très bonne question. Bah, déjà, quand on est salarié, entre guillemets, il y a la sûreté qu'on va avoir, tant d'euros qui va tomber, sur le compte en banque à la fin du mois. Quand on est indépendant, c'est pas on n'a pas cette assurance. Dans mon cas, ça marche très bien, donc j'ai pas de souci à ce niveau. Mais c'est vrai que quand on se lance, on n'est pas sûr heu, on n'a pas cette assurance et entre guillemets, quand on est salarié, bah, même si on perd son job, on va dans la cybersécurité, on va rapidement en retrouver un nouveau. Mais après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Qui aurait pensé qu'on allait avoir une pandémie mondiale, début 2020? Bah, là, c'est pareil, hein. Le marché de la cybersécurité, il ne fait qu'augmenter, de par, la cyberguerre, qui est en place depuis déjà plusieurs années, et qui prend encore plus d'ampleur, cette année, 2022. Hem, mais voilà, on n'est jamais à l'abri que dans quelques années, ça se tasse, il y a énormément de juniors qui arrivent sur le marché et que du coup, au bout de quelques années, tous ces juniors deviennent expérimentés et entre guillemets, «ça se tasse», qu'il y ait plus autant de demandes d'offres que de demandes au niveau, du marché de l'emploi. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Donc moi, ce que je peux dire quand, le ce que je peux dire quand on se lance indépendant, c'est d'avoir un certain bagage financier, de se dire que voilà, si, j'ai plusieurs mois de vache maigre, voire peut-être une année de vache maigre au niveau de mes commandes, que j'ai un bagage financier pour pouvoir, l'absorber, chose qu'on n'a pas besoin quand on est salarié. Voilà, faut savoir, et ne pas forcément être trop, dépensé, ne pas, il faut savoir investir quand on monte une société. Par contre, quand on devient indépendant, qu'on fait essentiellement du service, bah là, on n'a pas grand-chose à investir, faut éviter de faire le héron et plut ou voilà, de plutôt être «écureuil» entre guillemets. D'accord, donc effectivement, sur la 1re étape, c'est déjà d'avoir, on va dire des fonds de côté avant de vouloir se lancer en indépendant et directement, alors qu'on vient de sortir de l'école, qu'on n'a pas forcément des compétences, une certaine expérience du marché et après je pense que la 2e étape, c'est déjà de trouver, on va dire des 1ers clients qui sont des premiers, qui sont souvent des contacts qu'on a assez proches, hein, parce que c'est Tout à fait. très compliqué d'aller faire de la prospection, on va dire, pure et dure et par exemple, si on n'a pas déjà un réseau de contacts qui est assez solide, est-ce que la prospection, elle peut prendre plusieurs mois, voire des fois même, plus d'un an avant d'arriver à intégrer des 1ers clients, Alors la prospection, alors moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai un peu prospecté au début, mais je ne prospecte plus. Heu, Ça vient naturellement. Heu, j'ai cette chance. Après, voilà, c'est quelqu'un qui a pas un aussi bon réseau que le mien, quelqu'un qui est un peu moins expérimenté, c'est sûr qu'il va devoir faire beaucoup plus de prospection. Un élément que je peux donner je vais finir ma première année fiscale, j'ai fait des statistiques, 80 de mon chiffre d'affaires est plus ou moins lié à LinkedIn. J'aurais pas d'accord. été sur LinkedIn, j'aurais pas été sur LinkedIn, ben 80 de mon chiffre d'affaires, j'aurais dû le trouver autrement. Entre guillemets, c'est soit des partenaires qui m'ont trouvé via LinkedIn, soit des partenaires que j'ai trouvés via LinkedIn, soit, par le jeu des publications, des likes, des posts qui remontent. J'ai vu un post ou quelqu'un a vu un post qui a créé une commande. Et donc aujourd'hui, la majorité de vos commandes effectivement viennent de LinkedIn, mais c'est plutôt, des sociétés qui vont vous intégrer dans des missions plus que des clients finaux? On est à peu près à quoi comme proportion entre des clients finaux et des sociétés qui vont vous c'est pas un partage salarial, c'est un qui vont vous intégrer dans Ouais, des ou missions? c'est de la sous-traitance, ouais, c'est pas Ouais. du portage salarial, c'est une sous-traitance. Je donne mon devis, me signe un devis, je réalise la prestation, je les facture et cetera. Non, c'est à peu près dans les mêmes eaux, hein. Je suis à plus de 4 alors faut que je regarde, mais je crois que je suis à plus de 85 de partenaires D'accord, donc effectivement pour de les indépendants sous-traitance. qui débutent, il vaut mieux qu'ils aillent chercher des partenaires pour travailler sur le long terme Exactement. avec eux, qu'ils essaient d'aller débaucher du client final, directement. Parce qu'après il y a peut-être toutes les contraintes aussi, des sociétés finales pardon, qui cherchent des clients, des auditeurs qui sont PASI ou qui ont certaines certifications.
pour intervenir peut-être des fois sur certains périmètres. Je ne sais pas si c'est une problématique que vous avez rencontrée, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, il me semble que pour être PASI, il faut que les pentesters soient salariés. Mais après, c'est vrai que plus globalement, mes partenaires, il y en a deux types, hein. C'est ceux qui ont les compétences, mais qui n'ont pas assez de bras. Ils ont un calendrier trop chargé à 3 mois, et donc du coup, il y a un client qui veut une prestation sous 1 mois, 2 mois, et ils n'ont pas la ressource, du coup, ils font appel à moi. Je cherche entre guillemets je deviens un peu le bouche-trou. Et après, il y a l'autre type de partenaire qui n'a pas les compétences. Typiquement, ça va être par exemple des sociétés d'informatique qui ont des compétences réseau, mais assez peu matures niveau cybersécurité. Et ils ont un besoin pour un projet global ou un client qui a besoin plus de sujets, voilà, de personnes au niveau cybersécurité. Ils font appel à moi justement pour que je leur apporte cette expertise qu'ils n'ont besoin que ponctuellement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des périodes de l'année justement où il y a des gros rushs en termes de contrats ou est-ce que c'est plutôt assez constant au fur et à mesure de l'année? Alors, c'est assez constant. Euh, il y a très longtemps, j'avais des coups de mou l'été, mais maintenant, la cybersécurité ne part jamais en vacances. Les clients qui se partent en congé en juillet, ils veulent faire leur projet en août. Ceux qui partent en congé en juillet, ils veulent faire leur projet en juillet. Donc voilà. Et puis après, par contre, gros pic d'activité, c'est la fin d'année. Ce qu'on appelle les queues de budget. Novembre, décembre, il y a les queues de budget. Il y a encore un peu de budget, il faut le cramer. Bah, en général, on fait quand en fin d'année, on a du budget à cramer, bah, on va faire un audit. Voilà. La fin d'année, c'est beaucoup d'audits, c'est beaucoup de. Et puis voilà, c'est pareil. La fin de chargé est chargée, la fin d'année est chargée, du coup, elle est chargée pour les partenaires. Du coup, les partenaires ils ont leur calendrier plein jusqu'au 1er janvier et il faut délivrer avant. Donc, du coup, oui, c'est très chargé. Il faut éviter de prendre ses D'accord. congés en novembre-décembre. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir du coup pour les auditeurs. Les auditeurs. Et en termes d'évolution, derrière, aujourd'hui, bah, ça fait 1 an et demi que vous êtes en indépendant sur la partie consulting, intégration et autres. Est-ce que vous allez peut-être rejoindre le circuit salarié plus tard, rester en indépendant? Aujourd'hui, vous êtes dans une position qui vous convient et vous n'avez pas forcément de vue sur le long terme à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, j'avais un bagage financier à la base qui me permettait de voir venir en cas de vache maigre. Vache maigre, enfin pas de vache maigre que je n'ai pas rencontré. Euh, ça se passe très bien. Je me dis, j'arrête pas de me dire que plus jamais je reviendrai au salariat. Faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que ça apporte un confort au niveau temps de travail, aménagement du temps de travail, au niveau de la rémunération, qui est très intéressant. Clairement, on peut se vendre du coup au prix, pas forcément au prix du marché, mais entre guillemets, on n'a plus la marge de notre employeur. Donc du coup, forcément, on gagne plus par rapport au temps travaillé. Si moi, personnellement je travaille 4 jours par semaine, j'ai fait ce choix de garder un jour de plus pour moi, pour ma vie personnelle. Après, c'est ce qui m'empêche pas de m'arranger, hein, quand je veux. On peut prendre le nombre de vacances. Si on a un calendrier bien chargé, on peut prendre le nombre de semaines de vacances qu'on veut. Si on veut prendre 10 semaines de vacances, bah, on peut. Alors que bah, quand on est salarié, en général, on a 5 semaines plus des RTT. Voilà, on a ce confort de pouvoir s'aménager. Par contre, il faut faire attention à ne pas se faire entre guillemets, manger si on a beaucoup de demandes, comme c'est mon cas. Il faut savoir dire non au client en disant bah, je ne suis pas disponible avant 1 mois, 2 mois. Donc, du coup, bah, il ira peut-être voir ailleurs ou trouver une autre solution. Voilà, il faut éviter de trop bosser parce que je connais beaucoup d'indépendants qui se font entre guillemets cramer. Ils travaillent encore plus que quand ils étaient salariés parce que du coup, bah, travailler plus et gagner plus. À la base, moi, je voulais devenir indépendant, c'était travailler moins pour gagner plus. Donc, j'essaie de m'y tenir et c'est ce qui arrive. D'accord. Et après, en termes de métier, réellement, il y a une certaine évolution qui est possible ou vous allez rester sur ces parties-là qui sont l'intégration, l'audit et le consulting? Ou est-ce qu'après, ça va plutôt s'orienter sur, je sais pas, des missions de RSSI, des missions plus complémentaires ou je sais pas, peut-être plus de l'intégration? Est-ce qu'il y a un axe, en tout cas, qui, en général, se développe chez les indépendants qui font Alors, votre métier? et ben, en fait, on s'adapte un peu aux missions qu'on nous propose. C'est vrai que moi, j'ai un portefeuille d'expertise assez large qui fait que ben, on me propose des missions qui en ont ce portefeuille et ça évolue comme ça.
Après, c'est vrai que quand on n'a qu'une seule spécialité, on n'est que intégrateur, on n'est que analyste cybersécurité, on n'est que auditeur, etc. S'il y a des périodes de vache maigre, on va peut-être vouloir un peu se spécialiser sur autre chose. Après, au niveau du marché de la cybersécurité, je vois autant de demandes à tous les niveaux, hein, que ce soit intégration de solutions, auditeur, analyste, gouvernance, donc RSSI et autres postes de CISO. Expert sur des solutions, je vois autant je vois autant de demandes à tous les niveaux, donc je ne pense pas qu'il y ait de tendance qui se dessine vraiment. Ok, bah, très bien. Et ben, en tout cas, merci pour cet échange. Est-ce que vous aviez peut-être un dernier mot pour clôturer notre interview? Le mot que je dirais, c'est qu'à toutes les personnes, à tous les jeunes qui veulent qui veulent travailler dans la cybersécurité, ou toutes les personnes qui ont envie de se reconvertir, voilà, il faut pas se fixer de barrières. Il faut en vouloir. Et surtout, vous avez énormément de chance de pouvoir vous auto-former aujourd'hui, beaucoup plus qu'à mon époque, quand j'étais étudiant. Et il faut savoir en profiter, savoir chercher l'information, savoir se débrouiller, savoir se former. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile qu'avant. Faut en profiter. Eh ben, merci en tout cas pour le temps que vous avez pris. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur cette interview. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous voulez qu'il y ait d'autres métiers qui soient interviewés, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.